Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, effectivement, qui ont eu une intersaison assez intéressante. On les avait laissés dans la bubble d'Orlando. Contre ces Clippers, ils avaient réalisé une grosse série en obligeant les Clippers à se déployer. Série en 6 matchs. On se souvient de ce game winner de Luka Magic, Luka Doncic. Lors de cette intersaison, ils ont mis l'accent sur la défense en laissant partir notamment Seth Curry aux Sixers. En échange de Josh Richardson et d'un tour de draft, ils ont fait également venir James Johnson et Wes Iwundu en provenance des Orlando Magic. Voilà, donc 2 grosses pièces ajoutées. Comme vous voyez, cette intersaison justement qui axée sur le plan défensif, est-ce que vous pensez qu'elle est convaincante et qu'elle va permettre justement à Dallas de faire mieux que la saison dernière, à savoir mieux qu'un premier tour de playoff? Alex? Ouais, bah déjà, il faudrait recontextualiser les ambitions de Dallas. Tu Tout à vois, fait. c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que Dallas se soit arrêté uniquement au premier tour, là, mais bon, c'était quand même face à une équipe des Clippers qui en avait sous le pied, même si on a vu leur faille juste après. Mais on les a vus aussi contre les Mavs. Et je pense qu'il y avait un arrière-goût tu vois, d'inachevé. Mais ouais, l'ambition des Mavs, c'est quand même de revenir en finale NBA très tôt, quoi. Très tôt. D'accord. Alors, est-ce que, bon, cette année, je suis pas sûr, franchement. Mais est-ce qu'il y a une amélioration défensivement? Oui, oui, il y a une amélioration, mais pour moi, il manque. C'est plus dans le secteur offensif, tu vois. D'accord. C'est-à-dire Ok. que Porzingis a raté beaucoup de matchs l'an dernier, des matchs parfois importants. Doncic était souvent l'arbre qui cachait la forêt, en fait. Tu vois, parce que Doncic, c'est un mec tellement sur lequel tu peux te reposer jour et nuit et jour. Donc, c'est compliqué. Mais moi, j'aurais préféré. Enfin, vraiment, pour moi, il me manque une pièce qui donnerait naissance finalement à un Big Free. Tu vois, Ouais, c'est ce dont je rêve vraiment. Mais sur le Alex, plan défensif, c'est bien. Alex, c'est fou parce que c'était la dernière partie de Merde. Victu. Oh la connerie là, voilà, boulet. Alex, Alex, il a vu le plan, il a dit non, le plan, je vais le détruire, les gars, juste ce que je veux, je vous emmerde. Oh my goodness. Non, c'était exactement le plan final. Évoqué effectivement à la fois Porzingis comme Factor X, comme un joueur qui a un bout de verre, hein, finalement, un corps en porcelaine, et qui n'est Ouais. pas fiable forcément en mai, juin, quand Doncic en a besoin, et potentiellement l'avènement de Tim Hardaway en troisième option. Mais pour revenir rapidement, on reviendra là-dessus, ne t'inquiète pas. Mais pour revenir sur l'aspect défensif, Thibodeau, quand tu vois James Johnson, Wes Iwundu, des joueurs qui peuvent défendre sur les ailes, qui peuvent justement défendre, entre guillemets, limiter l'impact d'un Kawhi, d'un LeBron, d'un Kevin Durant, est-ce que tu n'es pas rassuré pour une franchise qui est clairement l'année dernière était quand même assez limite à ce niveau-là dans ce secteur du jeu? Ouais, pour revenir sur le point de l'attaque qu'évoquait Alex, on parle quand même d'une des attaques les plus prolifiques de l'histoire. Donc sur Mm. le plan de l'attaque, pour moi, il n'y avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit, mais on pourra en débattre par la suite. Ouais, Défensivement, je suis plus que rassuré. Ils ont cherché des profils hyper intéressants qui, pour moi, viennent compléter l'effectif. Tu regardes à l'heure actuelle, il y a 6 ou 7 joueurs capables de défendre réellement sur le poste arrière, ailier fort, en gros. Ils se sont renforcés sur leurs besoins qui étaient vraiment d'aller chercher des profils défensifs. Donc, tu viens de dire, tu as cité des joueurs. On peut aussi citer les 2 rookies qui sont allés chercher de Josh Green et, ouais. euh, et, et, Arizona. et- et- ouais, et le Tyler, Taylor, Tyler, Tyler B. Taylor Tyler B. Bay aussi, un ailier. Ouais. Donc, ils sont partis chercher vraiment des profils d'ailier. Ils avaient aussi déjà Finney Smith, James Johnson qui est arrivé. Ils peuvent défendre à l'aile. Pour moi, maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Euh, la seule interrogation, ils ont quand même des jeunes, parce qu'ils ont quand même, ils se sont renforcés par 3 rookies, un Ouais. sophomore en la personne de Iwundu. Euh, En termes d'expérience, ça va peut-être être un peu léger, notamment au niveau de la défense. Mais c'est bien ce qu'a fait Dallas parce qu'ils sont pas tirés une balle dans le pied. Ils sont allés chercher des jeunes joueurs. Ils n'ont pas complètement cassé l'effectif pour aller chercher ces pièces-là. Donc pour moi, c'est vraiment une intersaison plus que réussie pour Dallas sur le plan de la défense, rien à dire. Alex, ils ont gardé Willie Collenstein, alors qu'au départ, il avait décliné sa player option, il avait testé les marchés, il savait quasiment qu'il ne reviendrait pas en fait chez les Mavericks, parce qu'en gros, les Mavericks étaient sur Marc Gasol, et puis Marc Gasol a signé chez les Lakers, et finalement, il revient avec les Mavericks, il signe un contrat de 2 ans avec une deuxième année en team option, mais quand même une première année à 8,2 millions de dollars. 4 fois ce qu'il gagnait la saison dernière.
est-ce que Willie Cauley-Stein méritait une revalorisation au vu de ce qu'il avait fait l'année dernière, selon toi? Ça va, il se met bien le Willy. Otto, moi j'ai vu l'info, j'ai pensé à toi parce que je sais très bien que tu n'en pensais pas forcément du grand bien, notamment sur l'impact défensif dans sa Non, mais, raquette. ouais, c'est ça, mais moi, il me frustre beaucoup en fait. Parce Ouais. que quand il se met au diapason, punaise, il n'y a pas grand monde qui peut passer, tu vois. Mais c'est tellement rare, en fait, que vraiment, déjà les revalorisations pour moi, c'est un truc, tu vois, sorti de. C'est-à-dire pourquoi, c'est quoi l'argument là, en fait? Tu vois, en quoi il a contribué à, tu vois, à Bah, en fait, amener les. je me demande Tu s'ils vois? sont pas, en fait, ils se sont fait avoir parce qu'au départ, je pense qu'ils misaient pas sur lui et donc ils lui ont dit ouais, vas-y, teste le marché, on va pas te re-signer et puis en fait, ils se sont rendus compte que bah, il y avait aucun big man qui pouvait venir en fait à Dallas et ils sont revenus voir Willie Cauley-Stein, mais malheureusement le mec il était forcément en état en état de force quoi, en Tu vois, position de force, donc il leur a dit bah écoutez, vous me signez, mais vous me signez beaucoup plus haut que ce que je gagnais avant. tu vois, ça aussi, ça me gêne. Je veux dire, dans le sens, Ouais, tu vois, le board de Dallas, aucun pivot, je veux dire, un pivot important, tu vois, ne peut ouais. rejoindre Dallas. Attendez, les mecs, oh, Dallas, c'est pas n'importe quoi. Hein. Tu vois, quand t'as l'appel du Texas, et tu peux jouer avec Doncic, qui est quand même le MVP en puissance. Déjà, pour moi, l'an dernier, il est MVP sans conteste. Ça, c'est un autre débat. D'accord, ouais, Donc, ouais. moi, je comprends pas, tu vois. Puis Marc Gasol, mais Marc Gasol, tu fais des pieds et des mains pour l'avoir. Franchement, enfin, moi j'adore ce joueur, tu vois. Ouais, C'est-à-dire le voir partir là aux Lakers, ça me fend le cœur. Vraiment, ouais, j'adore ce ouais, profil. En fait. ouais. Vraiment, Parce que c'est quelqu'un qui apporte tellement offensivement et hmm. bah, défensivement, il est là aussi, bien sûr, forcément. Mais offensivement, Après, il a ce côté, tu vois. Non, vas-y. Après, pour parler de ça, en fait, les pivots qui ont bougé cette intersaison, donc on parle de Marc Gasol. Marc Gasol, tu sais qu'il est vraiment sur sa fin de carrière. Je Oui, pense c'est qu'il a sûr. fait le choix le plus logique pour aller gagner un titre, jouer aux Lakers, équipe championne en titre. Et il y a un besoin parce qu'il y a le départ de Dwight Howard. Donc, je pense que Marc Gasol, il s'est pas pris la tête. Rejoindre Dallas à cette heure-ci, c'est quand même un pari. Je pense que Willie Cauley-Stein, il correspond simplement à un besoin. Et quand tu sais que c'est 1 an garantie, l'autre année, c'est anti-team option. Donc, Dallas prend pas vraiment de risque. Mais À 8 millions à la saison, tu sais que Willie Cauley-Stein, demain, s'il est en mode on, et c'est là toute l'interrogation et le problème de joueur, c'est que tu sais pas s'il va être en mode on, mais c'est le seul mec qui peut réellement protéger la raquette efficacement. Porzingis, certes, il passe enfin, il tourne à 2 contres en moyenne par match. Mais Porzingis, on sait que c'est plus un contreur spectaculaire qu'un réel défenseur de la raquette. Willie Cauley-Stein, c'est son premier attribut, c'est défendre la raquette. Jacob Poeltl ou Kristaps Porzingis, c'est pas leur première action sur le terrain. Willie Cauley-Stein, c'est le cas, c'est un rim protector. Donc je pense qu'il répond aussi à un besoin qu'a Dallas. Donc moi ça me paraît pas non plus déconnant dans le sens où certes il touche 8 millions, certes on peut parler de salaire, mais il répond à ouais. un besoin qu'a Dallas quand même. Mais quand il touche 8 millions et que la deuxième année est en option, tu comprends qu'en fait, ils auraient pu signer un autre big man. Ils auraient pu aller chercher un Whiteside, un Myers Leonard, en leur disant voilà, une année en option et la deuxième année, vous retestez le marché. Surtout qu'aujourd'hui, le marché, est quand même, il est pas fou non plus avec le Covid, parce que c'est ça aussi le risque pour Cuban. C'est d'avoir demain un Cauley-Stein qui est dégueulasse, avec un Palace de Dallas qui est vide parce qu'il n'y a pas de fans, donc pas de rentrée d'argent, et t'as un salaire 8 millions de dollars à rien foutre. Un joueur qui n'est pas à la hauteur des espérances. Oui, mais ça te flingue pas sur la durée. Et c'est là que c'est intelligent de la part de Dallas, c'est que, tu vois, ils sont pas flingués, en fait. Là, lui, t'as James Johnson, je crois que son contrat s'arrête la saison prochaine. Ouais, Pareil, Josh Richardson, je crois que ça s'arrête la saison prochaine, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Mais ouais. en fait, les plans de Dallas sont bien faits dans le sens où si ça ne fonctionne pas, c'est pas du long terme les contrats qu'ils ont acquis. Donc, c'est Mm-hmm. clean. C'est clean parce que c'est bien pensé. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas enfin, ça sera de courte durée. Donc, Ouais, c'est très bien pensé, je pense, de la part de ouais. Dallas. Tu parlais, tu parlais tout à l'heure des rookies. Tu parlais notamment d'un rookie, je ne sais pas si Alex en a déjà entendu parler, mais il risque peut-être être le smart de Luka Doncic parce que l'une des faiblesses du joueur que tu considères comme MVP la saison dernière, moi ce qui n'est pas mon cas parce qu'il avait quand même quelques défauts qui pour moi peuvent poser problème et notamment son côté défensif. Il était quand même très très léger sur le plan défensif, Luka Doncic. Il était souvent ciblé d'ailleurs sur les pick and roll en playoff et même souvent dans les matchs de saison régulière. Je vous renvoie à un match des Lakers à Dallas avec lequel on avait
dont on avait discuté avec Thibodeau. Et là, Doncic a enfin peut-être un garde du corps à côté de lui. Il a ce Josh Green, en plus de Josh Richardson, mais il a ce Josh Green qui est un rookie, qui est australien, arrière, 1,98, 96-97 kilos, hyper athlétique, hyper explosif. C'est un joueur qui, en universitaire à Arizona, tournait à 12 points, 4 rebonds, 5 rebonds, 2 passes D. Un joueur qui shoot plutôt bien, 42% au shoot, 36 à 3 points, mais un joueur qui est vraiment réputé pour sa défense. Est-ce que tu le vois d'un bon œil, ça? Un Doncic qui va enfin avoir un gros défenseur à côté de lui, et ce qui va lui permettre justement de ne plus prendre les meilleurs joueurs adverses et surtout de maximiser son potentiel sur les phases offensives. Alex. Ah, c'est moi? Oui, c'est toi, c'est pour toi, Alex. Déjà, le Josh Green dont tu parles, moi, je le connais pas. Donc, tu vois, je peux pas donner mon avis sur le joueur. On va encore une fois, on va attendre de voir ce qu'il donne, mais bien sûr, mais c'est sur le profil. Ouais. Et c'est vraiment le défenseur que tu nous vends ce soir. Ça serait bien. Après, bon, c'est vrai que Doncic il a un problème défensivement, mais c'est pas Harden non plus. Tu vois, moi, j'ai envie de te dire, c'est que certes, ok, tu refuses de lui donner le MVP pour cet aspect-là, mais bon, offensivement, personne ne le prend l'an dernier, tu vois. C'est ça en fait. Moi, c'est le côté dominant, pas forcément clinquant, tu vois, mais tellement dominant. Et puis c'est un mec qui vient d'Europe. Et quand il est arrivé en NBA, on a dit mais c'est qui ce mec là? Ok, il a joué au Real, mais c'est qui ce mec? Tu vois, on va lui montrer nous comment c'est chez nous. Bah, il leur a montré quand même de quel bois il le chauffait, tu vois. Non, bien sûr. Offensivement, mais c'est ça. Donc d'ailleurs, on va directement aller sur le débat offensif, puisque Alex veut vraiment parler effectivement de l'attaque, parce que pour lui, c'est certainement le principal problème des Mavericks aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que les Mavericks. Non, pour moi, le problème, c'est la diversité en attaque, en fait. C'est juste qu'il faut plus se reposer autant sur Doncic. Parce que, admettons qu'il y ait une blessure, comme il en a eu aussi l'an dernier, tu vois, à un moment important de la saison, ou même en fin de, tu vois, au moment des playoffs, bah là, pour limiter la casse, va falloir quelqu'un, quoi. Il va falloir des gens, en fait. Et Alors, l'année dernière, en playoff, il y a quelques mois, Porzingis, c'est 22 points de moyenne en playoff sur les matchs qu'il a joués. Il a été d'ailleurs éjecté lors du match, je crois, 2. Quand Tim Hardaway, c'est du 18 points. Donc, c'est pas non plus comme s'il y avait nobody à côté de lui. C'est pas LeBron en 2018 avec J.R. Smith et je sais pas moi, Iman Shumpert. Tu vois, non, il y a quand même de l'aide qui est là. Thibodeau. Offensivement, moi, je le répète, je m'inquiète pas vraiment pour Dallas. Hardaway, gros catch and shooter, Doncic est capable de, c'est là où il est fort c'est là où pour moi il est si fort dès son jeune âge, c'est qu'il est capable de mettre en valeur les joueurs avec lesquels il joue. Donc, quand tu vois un mec comme Hardaway qui est fort juste en catch and shoot et qui tourne, comme tu dis, à 18 points en playoffs, je m'inquiète pas vraiment pour Dallas. C'est vrai que l'inquiétude d'avoir Porzingis en état de forme physique en playoffs, c'est une préoccupation. Mais ça reste un pari, en fait. Ça reste un pari. Et à l'heure actuelle, tu peux pas faire autre chose que de prier pour que le mec soit là sur les derniers mois de la saison NBA. Offensivement, pour moi, ça va continuer de tourner. Ils ont perdu Seth Curry. Ils ont réussi à choper Josh Richardson, qui a un profil qui est complètement différent, qui va apporter un peu de pénétration, là où c'était vraiment se reposer sur les shooters à 3 points de Dallas la saison dernière. Donc, petite diversité à ce niveau-là. Et Josh Richardson, c'est un mec qui quand même peut planter entre 15 et 20 points la saison. Donc, c'est un bon apport aussi offensivement. Mais là, le problème aussi que soulève justement Alex, c'est que quand Porzingis n'est pas là, est-ce que Hardaway devient la deuxième option offensive et clairement passe de 18 à 25 en fait? En gros, c'est ça. Et ne pas le faire en playoff, mais déjà le préparer justement à une éventualité. Parce que je pense que l'année dernière, face aux Clippers, ils s'y attendaient pas. Ils s'attendaient pas à voir Porzingis, en gros, déclarer forfait et dire non, je suis blessé au genou, les gars, je pourrais pas revenir. Mais là, c'est quelque chose qui pourrait très vite revenir, et pas forcément d'ailleurs en playoff, mais en saison régulière. Est-ce que c'est pas le moment pour Rick Carlisle et ses assistants de finalement promouvoir, donner une promotion justement à Hardaway et le passer en troisième, seconde option offensive, voire clairement faire un Big 3 du côté des Mavericks. Alex? Ouais, c'est un point très intéressant que tu soulèves là, parce que est-ce que Hardaway aurait pas besoin d'être mis en confiance? Est-ce qu'il a pas besoin, parce que je le trouve lui aussi très irrégulier en fait. Mais lui, je l'aime beaucoup, tu vois, contrairement à Colestein. Je l'aime beaucoup Hardaway parce que il a un style qui me plaît. Justement, il est très très authentique. Encore une fois, tu vois, le problème c'est que, alors oui, en playoff, il a été là, mais durant la saison régulière,
il nous a pas, tu vois, rassurés. Hein. Franchement, il y avait des soirs, le mec, il arrosait. Hein. Il arrosait, c'était des belles briques, tu vois. Donc le mec construisait sa maison, mais bon. Mais justement, est-ce que c'est parce que son rôle n'est pas forcément défini? Parce que même dans cette équipe, il n'était pas forcément la troisième option. Parce qu'entre lui et Seth Curry, c'était vraiment du kiff-kiff. Mais là, finalement, d'avoir maintenant Luka Doncic en meneur, Porzingis, dont on sait qu'ils peuvent souvent en mai-juin quitter l'équipe pour des raisons de blessure, et d'avoir maintenant Hardaway qui sort quand même d'une grosse saison sur le plan statistique, est-ce que ce n'est pas le moment pour Rick Carlisle d'établir un Big 3 et de donner des rôles pour justement avoir un Hardaway qui va pas croquer à tout moment, tu vois, et qui sache qu'il a ses tickets shoot? Thibaudot. Je pense que de toute façon, pour moi, je vois les choses comme ça. Si Porzingis est blessé pendant les playoffs, Dallas perd sa chance en fait, perd sa chance d'aller jouer le titre. Donc à partir de ce moment-là que tu mets Hardaway en troisième option réelle dans un Big Tree, ça ne changera pas grand-chose parce que pour moi, s'il n'y a pas Porzingis, Dallas n'est plus un réel contender. Ça relève en gros du miracle pour qu'ils aillent faire tomber un gros comme les Lakers, tu vois. Alors qu'avec un Porzingis, tu vois, c'est déjà plus, tu peux l'envisager qu'ils aient une chance contre une équipe comme les Lakers. Parce que ça reste quand même très très fort sur le papier. Mais sans Porzingis, gros, c'est foutu. Donc, que tu changes concrètement le rôle d'Hardaway ou pas, qui pour moi est un dépendant à l'heure actuelle du jeu du Luka Doncic, dans le sens où Hardaway, c'est quand même beaucoup de points sur le catch and shoot. Ça reste un scoreur qui est prolifique. Hein. Quand il jouait à New York, il tournait à 19 points par match avec des pourcentages corrects, tu vois. Donc, il peut aussi se débrouiller tout seul, mais pour moi, il n'y a pas de question de l'intégration d'Hardaway dans un Big Tree, dans le sens où ça tournera d'abord par Doncic, ensuite par Porzingis, et si Porzingis n'est pas là, c'est fini en fait. Ouais. D'ailleurs, vous avez une idée un peu de la line-up qui pourrait être mise en place par Rick Carlisle dès le début de la saison, notamment lors du Christmas Game, ce qui va les opposer aux Lakers. J'imagine que vous allez voir le match. Quelle line-up pour les Mavericks? Et je donne la parole à Alex, bien évidemment, le grand fan. Alors, moi, je voulais revenir juste avant sur. Vas-y, mon gars, vas-y. Sur Porzingis, parce que justement, ça, c'était un peu l'info que je gardais pour la fin, ou en tout cas mon avis. J'aimerais bien voir une sorte de load management avec Porzingis, justement pour qu'il soit fit pour les playoffs. Parce que, comme tu dis, ce serait la merde. S'il n'est pas en playoffs, ce serait pas cuit, mais il faudrait vraiment que tous les autres step up pas mal. Donc, vraiment, est-ce qu'il faudrait peut-être pas le garder, le ménager pas sur des matchs clés, parce que là, il doit être là, il doit montrer qui c'est le patron, il doit impressionner, parce que c'est peut-être des équipes qu'il va retrouver en play-off, mais contre des matchs, je sais pas, contre des Cleveland, tu vois, là, il le repose tranquillement. Comme ça, tu limites un peu le risque de blessure, parce qu'effectivement, c'est un joueur en vert. C'est pas le pire des joueurs en vert, mais c'est un joueur qui a démontré des failles physiques assez importantes. Puis bon, c'est quand même quelqu'un de très grand. C'est un laiton. Hein. Les laitons, c'est les plus grands d'Europe et du monde, je crois, en termes de moyenne. Donc, c'est 2021. Ouais. Non, mais en plus de ça, moi, il y a un autre. Alors, il y avait la question pour moi du Big 3. Il y avait la question effectivement de Porzingis Factor X, parce que c'est quand même le Factor X. Je ne sais pas s'il sera là, je ne sais pas s'il ne sera pas là. Mais il y a aussi la question, pour moi très importante, du côté clutch de cette équipe, de la manière dont ils closent les quatrièmes quart-temps. L'année dernière, les Mavericks, c'était l'une des pires équipes lorsqu'il s'agissait de finir les matchs. Et pourtant, tout le monde va te parler des game winners de Doncic. On va notamment évoquer le game winner de Doncic sur Reggie Jackson. Tout le monde va en parler, mais non. Les Mavericks, c'était l'une des pires équipes, effectivement, dans sa manière de closer les quatrièmes quart-temps, et notamment dans la période qu'on appelle clutch, à savoir lorsque vous avez deux équipes qui se tiennent en 5 points ou moins, à 5 minutes de la fin, les Mavericks perdaient le plus de matchs. Et c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas ce joueur, je pense encore, capable de gérer les quatrièmes quart-temps. Doncic a montré qu'il avait peut-être les capacités, mais je pense qu'il leur manque pour aller chercher une demi-finale, voire une finale de conférence contre soit des Clippers ou des Lakers, voire même des Rockets. Peut-être qu'il leur manque ce closer, ce joueur qui sait gérer les moments forts et les moments faibles. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Comme un Rondo, par exemple, du côté des Lakers. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste, puisque je fais appel à cette phrase que je dis tout le temps. L'équipe NBA ressemble souvent à son leader, en fait. Et quand tu sais que Doncic, c'était un sophomore l'année dernière, ça n'a rien d'étonnant de voir qu'ils ont du mal à réussir leur fin de match.
Pour moi, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer au vu des recrutements, parce que l'ancien, entre guillemets, qui est arrivé, c'est James Johnson. James Johnson, Ouais. forcément, c'est pas une dinguerie, surtout sur demi-terrain, Non. c'est pas la folie. Josh Richardson, pareil, c'est pas quelqu'un qui a pour réputation de savoir finir les matchs. C'est un excité. C'est un excité, Ouais, lui. Ouais. c'est pas un gros soliste offensif, tu vois, quand bien même il se débrouille, c'est pas un gros soliste, et puis c'est plus un mec qui va pénétrer que shooter réellement. Donc non, pour moi, ce point-là, va s'améliorer au fur et à mesure que Doncic prendra réellement de l'expérience en NBA. Mais je pense que c'est amené à se faire comme ça parce que ils mettent quand même les clés de l'attaque sur Doncic et ça ne changera pas selon moi. Après, à voir si par le temps ils mettront vraiment un joueur d'expérience comme peut l'être un Joe Holiday, ce genre de choses que sont les choses. Parce que frérot, en 2011, lorsqu'ils remportent le titre, ils font jouer DJ Barea, tu t'en souviens? C'est DJ Barea qui fait très très mal au Heat en sortant du banc. Là, cette année, ils ont encore gardé DJ Barea, mais ils ont re-signé, je crois, pour 3 ans Trey Burke. Alors oui, Trey Burke, c'est pas forcément ce meneur, organisateur, playmaker, c'est un pur scoreur. Mais je te rejoins là-dessus. Ce profil de joueur qui sait closer, qui est expérimenté, qui a du vice offensif, il manque du côté des Mavericks. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Ah non, mais c'est ça. Puis là, JJ Barea, t'as fait appel à mes sentiments, hein. C'est un peu le dernier des Mohicans, hein, clairement. Ah oui, Là. bien sûr. Ouais. C'est vraiment. C'est quelqu'un qui serait utilisable, mais il est trop seul. Trop seul dans les derniers cartons. Et non, mais déjà, je devais répondre tout à l'heure sur la line-up. Donc, je vais te la faire, la line-up. Vas-y, frérot. Line-up, à mon avis, tu vois. À mon avis, je pense que c'est comme ça que Carlisle va partir. C'est Doncic, Richardson, Hardaway, Porzingis, et ensuite, bon, là, je sais pas s'il va choisir Colestein, Powell. Moi, je prendrais Powell, mais bon, ça tient qu'à moi. Donc, Ouais, oui, excellent. Très, très bon point que tu fasses. C'est pour ça que j'étais un peu étonné que tu évoques pas la défense, parce que Dwight Powell, justement, voilà un joueur qui était blessé la saison dernière, qui a peut-être manqué contre les Clippers parce qu'on a vu que les Mavericks avaient été quand même brutalisés. Quand tu vois on en avait parlé avec Thibodeau, du comportement parfois un peu exécrable de Montrezl, le comportement de Markieff Morris. On sent que Dwight Powell a manqué. Ce côté underdog où j'en ai rien à foutre. Je viens de loin et on va se cracher dessus, tu vois. Pareil, James Johnson, je viens de loin, je fais du karaté, tu t'amuses. Hippon, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Est-ce que justement le retour de ces vétérans qui vont encadrer les Porzingis, les Doncic, qui peuvent passer pour des faibles alors qu'ils sont pas forcément fragiles, est-ce que c'est pas un plus, les gars, aussi, ça? Un plus, mais c'est pas ce qui se fait de mieux non plus dans Ouais. le domaine. Dwight Powell, que j'ai appelé Jacob Potel tout à l'heure, donc merci les gars de la rectification. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu, poteau. Je te jure, j'ai pas entendu. Mais non, en vrai, ils vont retrouver des espèces de charognards Ouais. joueurs pur au mal comme ça, donc ça va vraiment leur faire du bien. Mais je pense que c'est pas des joueurs qui sont assez bons dans cette catégorie pour vraiment combler le besoin que Dallas va avoir dans ce domaine-là, notamment la défense, quoi. Puis ouais, le côté se battre sur chaque ballon, etc. Tu vois, c'est des bons joueurs, hein. James Johnson, j'adore la mentalité du garçon, mais c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Il est pas dans son prime actuellement, tu vois, il est un peu sur sa fin de carrière, il est un peu vieillissant, donc c'est. Ah non, lui, clairement, il est là. Ouais, c'est ça, lui, clairement, il est là pour les gros bras, hein. Je pense que c'est vraiment son recrutement, il est là pour jouer ce rôle de garde du corps, parce que comme tu le dis, offensivement, il est quasiment un nobody, mais même défensivement, parce que quand tu regardes les stats défensivement de James Johnson à Minnesota, elles sont pas folles, mais il va incarner ce leadership, ce côté grand frère, dont pourra avoir besoin justement certains jeunes. Et j'imagine que toi, Alex, ça doit te faire plaisir de voir ça quand même, parce que c'est une franchise qu'on avait besoin. non, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Encore une fois, tu vois, moi je les aime bien. Surtout Powell, tu vois, je trouve qu'il insuffle une forme d'énergie. Et lui, il est régulier pour le coup dans l'énergie, dans ce qu'il incarne. Mais c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Donc il faut étoffer tout ça. Et quand tu dis vétéran, moi franchement, à part Barea, je vois pas beaucoup de vétérans, tu vois. C'est-à-dire, bon, allez, Johnson si tu veux, mais Ouais. est-ce qu'on peut leur donner le titre de vétéran? C'est compliqué quand même. Pour moi, vétéran, c'est vraiment un mec qui pèse, quoi. Tu vois, il prend ses couilles. Déjà, il a des couilles comme des planètes et il les met sur la table de chevet, quoi. Tu vois. Et là. Mais de par leur âge, ils sont vétérans. Après, est-ce que c'est des vétérans qui vraiment pèsent dans l'histoire de l'NBA? Non, c'est pas. C'est un vétéran, tu vois. Là, c'est clair et net. Mais bon, James Johnson, voilà, santé, quoi. Hein. D'accord. Ok. Mais donc, les gars, clairement, est-ce que vous voyez, avec leur intersaison, est-ce que vous voyez les Mavericks faire mieux que l'année dernière?
Est-ce que vous les voyez passer un premier tour de conférence, clairement, avec les Lakers qui sont dominants, les Clippers qui se cherchent, hein, qui balancent les coachs dans la presse interposée, qui disent c'est la faute de Doc Rivers, c'est pas ma faute. Que vous voyez les Warriors sans Klay Thompson, à ce sujet-là, juste, j'aimerais bien commencer parce qu'il faut rappeler quelque chose qui est très important, c'est que la conférence Ouest, l'année prochaine, on a Golden State qui revient en force, on a Minnesota qui aura son duo donc sur toute une saison en la personne de D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns. Il y a les Suns qui se sont renforcés drastiquement et il y a Portland aussi qui va revenir fort. Toutes ces équipes ont terminé derrière Dallas la saison dernière en saison régulière du moins. Mais OKC a fini devant Dallas. Aussi. Et OKC est la seule équipe qui s'est amoindrie dans cette conférence Ouest sérieusement en fait. Donc ça va être une conférence Ouest qui pour moi sera plus relevée. De là à savoir si Dallas sera capable d'aller faire mieux que ce qu'ils ont fait la saison dernière. Franchement, c'est un exploit s'ils réussissent à faire mieux parce que pour moi, le niveau, c'est vraiment relevé. Si toutes les équipes, entre guillemets, tiennent les promesses qu'elles mettent sur le papier à l'heure actuelle, Dallas, c'est un exploit s'ils passent un tour. C'est vraiment un exploit. Alex, le mot de la fin. Est-ce que pour toi, les Mavericks, l'année prochaine, font mieux? Je peux pas trop aller en contradiction là-dessus. C'est vrai que tu vois, franchement, là, le roster, tu vois, il a évolué, certes, c'est un peu mieux défensivement, mais moi, je t'ai dit déjà offensivement, pour moi, ça manque d'options, en fait, tu vois, d'options de variété. Parce que Steph Curry, par exemple, je l'aimais bien l'an dernier. Parce que certes, lui aussi, il avait son côté un peu fou, c'est-à-dire il pouvait rentrer, il prenait feu, il t'enchaînait 4-5, 3 points, et un soir, il servait à rien, concrètement. Mais il avait un truc, tu vois, et en fait, cette perte de profil-là, qui certes est un peu compensée par d'autres, tu me diras peut-être Richardson, même si c'est un peu différent, mais lui qui va peut-être rentrer dans la line-up, la première line-up, bah, je peux pas te dire à ce jour si l'effectif est forcément meilleur que l'an dernier, quoi. Donc pourquoi peut-être... Ouais, vas-y. Est-ce que Dallas va passer un tour Pour moi, ça dépend de l'adversaire, tout simplement. C'est-à-dire que si Dallas finit 8e et s'appelle les Lakers, au revoir, on rentre à la maison, on plie tout, quoi. Tu vois. Après, si c'est une équipe comme les Rockets, attention. Sur un malentendu, ça peut passer, ouais. Mais il va falloir de la réussite dans le tirage. Voilà, sur le terrain aussi. Si c'est les Warriors, c'est chaud. Si c'est les Clippers. Même avec sans Klay, même sans Klay Thompson, c'est chaud. Bien sûr, c'est chaud. T'as Steph Curry et voilà. Hein. Attends, mais j'ai envie de voir, moi. J'ai envie de voir effectivement ce que peut faire Steph Curry tout seul. Les Nuggets. Ouais, le Jazz, les Nuggets. Ouais, il faut voir. En tout cas, c'est vrai qu'un Porzingis en santé, un Doncic en santé, avec un Hardaway qui a un rôle bien défini et qui connaît ses tickets shoot et qui arrête de croquer parfois, avec des bons défenseurs, Iwundu, hein? Avec des défenseurs, c'est surtout ça l'apport. C'est ça en fait. Je pense que c'est ça en fait. Ça va jouer vraiment sur la défense. S'ils arrivent vraiment à encaisser beaucoup moins qu'avant dans une conférence Ouest, offensivement c'est Géchard. Là, ils ont peut-être une chance de passer un tour. Parce que c'est vrai qu'offensivement, quand tu vois les Suns par exemple, Madre mia. Alex? Parce que tu vois en plus, on est tous d'accord, c'est des bons défenseurs. Mais c'est pas des très bons défenseurs. Non. Et là, en playoff, ça va se voir. Ça va se voir très vite. Alors, je sais pas, soit il y a un recrutement à un moment de la saison, un agent libre ou quoi que ce soit, parce que ça peut se faire, on sait jamais. Faudrait voir. Un agent libre intéressant. Sinon, vraiment, pour moi, ça dépend beaucoup de l'adversaire. Et pour moi, les seuls vraiment sur lesquels Dallas aurait l'avantage, c'est les Rockets. D'accord. Il faudrait voir effectivement. Ils ont aussi